Je m'appelle Evelyne Harper. J'ai 26 ans. Et jusqu'à ce lundi après-midi, je croyais sincèrement être au seuil d'une vie qui avait enfin un sens. Pas parfaite, pas glamour, mais stable, construite, méritée. J'étais au travail quand c'est arrivé, assise à mon bureau, écoutant d'une oreille distraite une réunion dont j'avais déjà mentalement décroché. Mon ordinateur portable était ouvert, des notes éparpillées. Le café devenu froid à côté de mon clavier. Le genre de moment ordinaire que l'on ne s'attend jamais à voir devenir une ligne de démarcation dans sa vie. Mon téléphone a vibré une fois. Un message vocal de Ryan, mon petit ami depuis 3 ans. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Je ne le faisais jamais. Les messages vocaux semblaient lourds, trop délibérés. Comme si quelqu'un avait déjà répété ce qu'il s'apprêtait à vous déverser. J'ai attendu ma pause déjeuner, je me suis assise dans ma voiture, porte fermée, moteur éteint. Puis j'ai appuyé sur lecture. Evelyne, je dois être honnête avec toi. J'en ai assez de prétendre que j'aime ta famille. Je me suis figé. Pas métaphoriquement, littéralement. Mes mains se sont arrêtées en l'air, mes doigts planant près du volant. Il a continué. Ta mère est passive-agressive. Ton père raconte les mêmes histoires ennuyeuses encore et encore. Et ta sœur se comporte comme si elle était meilleure que tout le monde. Je ne veux pas passer Noël avec eux cette année. En fait, je ne veux plus passer aucune fête avec eux. J'ai senti quelque chose se serrer derrière mes côtes. Pas encore de la douleur. Quelque chose de plus froid. Si tu veux continuer à sortir avec moi, très bien, a-t-il dit. Mais ne m'invite pas aux événements familiaux. J'ai fini de faire semblant. Le message s'est terminé. Pas de pause, pas de douceur, pas de je t'aime, mais... juste une limite tracée comme une ligne dans la poussière. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment après ça. Puis je l'ai réécouté. La deuxième fois, la colère est montée. Lente, chaude, contrôlée. J'ai rejoué chaque mot, chaque intonation. La façon désinvolte dont il disait de ta famille comme s'ils étaient un inconvénient, une phase. Quelque chose de temporaire qu'il tolérait pour moi. La troisième fois, autre chose s'est produit, la clarté. Parce qu'une fois que l'on dépouille la manière. Une fois que l'on ignore le ton et que l'on se concentre sur le fond. Ce qu'il avait vraiment dit était ceci, choisis. Choisis-le lui ou choisis les gens qui m'ont élevé, qui ont été présents. Qui ne m'ont jamais demandé de me réduire pour leur confort. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a surprise. Au lieu de cela, je suis restée assise à penser à ma mère qui veillait à chaque réveillon de Noël. Prétendant ne pas être épuisée pour que la maison semble magique. À mon père qui racontait les mêmes histoires parce que c'étaient les souvenirs qu'il aimait le plus. À ma sœur qui défendait Ryan la première fois qu'il a oublié mon anniversaire parce qu'il n'est tout simplement un pas très doué avec les dates. J'ai pensé à tous les efforts qu'ils avaient faits et à la facilité avec laquelle ils les avaient balayés. Quand j'ai finalement répondu par texto, mes doigts étaient stables. Je comprends tout à fait. C'est ton choix. La réponse est venue presque instantanément. Ryan, vraiment? Tu n'es pas en colère? J'ai presque ri. Moi? Non. D'accord, bien. À ce soir. C'était tout. Pas d'excuses, pas de retour en arrière. Pas d'inquiétude quant au fait qu'il aurait pu dépasser une limite. Il a supposé que c'était réglé. Ce soir-là, il est venu comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée. C'est plein d'un collègue. M'a montré une vidéo sur son téléphone et a ri comme si le sol sous nos pieds ne venait pas de trembler. J'ai joué le jeu. J'ai souri au bon moment, hoché la tête quand il parlait, posé des questions de suivi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà éteint. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont il parlait de ma famille comme si elle était la mienne, et non la nôtre. La façon dont il présentait son inconfort comme de la maturité. La façon dont le compromis semblait toujours exiger mon silence. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait,
Je suis resté éveillé à fixer le plafond. 3 ans. Nous avions parlé de l'avenir, d'emménager bientôt ensemble. De projets pour le nouvel an sur lesquels il était resté étrangement vague. De la façon dont l'année prochaine serait différente. J'ai alors réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il ne rejetait pas seulement ma famille. Il me testait, pour voir jusqu'où j'irais pour préserver son confort. Le lendemain matin, je me suis réveillé calme. Cela m'a effrayé plus que la colère ne l'aurait jamais pu. Je suis allé au travail, j'ai répondu à des courriels, pris des appels. Ri à une blague de quelqu'un et, tranquillement, méthodiquement, j'ai commencé à me détacher. J'ai annulé les projets qui nous liaient, j'ai avancé des échéances. J'ai ouvert une note sur mon téléphone intitulée « Option d'appartement ». Ryan m'a envoyé des textos tout au long de la journée, des mèmes, des blagues entre nous. Des choses normales de petit ami. À aucun moment il ne m'a demandé ce que je pensais du message. À aucun moment il ne s'est demandé s'il était allé trop loin. Cela m'a tout dit. Thanksgiving était dans une semaine. Pour la première fois depuis que nous sortions ensemble. Il n'a pas demandé à quelle heure nous partions ni quel plat il devait apporter. Il n'a pas mentionné mes parents une seule fois, et je ne le lui ai pas rappelé parce qu'au fond, je savais déjà. Ce n'était pas un malentendu. C'était une révélation. Ce message vocal, envoyé avec désinvolture et assurance pendant que j'étais au travail, n'était pas un lapsus. C'était la chose la plus vraie qu'il m'ait jamais dite. Je n'ai pas confronté Ryan tout de suite. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'évaluation. Il y a un moment, calme, presque invisible, où l'on se rend compte qu'une relation est passée de partager à observer. Quand on cesse de participer émotionnellement et qu'on se met à observer les schémas à la place. C'est là que j'en étais. Ryan supposait que la conversation était terminée. Que j'avais accepté sa limite et que nous allions simplement avancer. Juste nous, de manière plus nette, plus facile, sans friction familiale. Il n'a pas remarqué que j'avais cessé de l'inviter dans mes pensées. La première chose que j'ai faite a été pratique. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai annulé tout ce qui impliquait un avenir dont nous avions parlé. Mais que nous n'avions jamais vraiment nommé. Le long voyage du Nouvel An auquel il faisait allusion depuis des semaines. La note d'épargne commune que j'avais commencée, juste des chiffres et des idées. Mais tout de même symbolique. Les rappels que j'avais programmés pour plus tard. C'était chirurgical, contrôlé. Je me suis dit que je créais simplement de l'espace. Cela semblait raisonnable, mature, neutre. Mais la vérité était plus simple. Je démantelais un avenir avant qu'il ne puisse être utilisé contre moi. Ryan, pendant ce temps, devenait plus léger. Il plaisantait plus, se détendait plus. Comme si le fait de retirer ma famille de l'équation l'avait soulagé d'un fardeau. Il parlait de combien il serait agréable d'avoir moins de pression pendant les fêtes. De comment les couples n'avaient pas besoin de tout faire ensemble pour être en bonne santé. Je l'ai regardé dire ces choses sans ironie, sans se rendre compte que c'était lui qui s'éloignait. Un après-midi, j'ai appelé Lena, une amie proche que je connaissais depuis l'université. Elle avait récemment commencé à conseiller les gens sur leur profil de rencontre, photos, biographie, comment repérer les signaux d'alarme tôt. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, j'ai juste dit que je voulais un rafraîchissement. « Tu es célibataire ?» a-t-elle demandé prudemment. « Pas encore, ai-je dit, mais je le serai. » Elle n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. Ce soir-là, Ryan a manqué le dîner avec ma famille. Pas d'excuses, juste un « je suis crevé », on remet ça désinvolte. J'ai dit à ma mère de ne pas s'en faire. Elle a hésité. Puis a souri de cette façon que les mères ont quand elles essaient de ne pas montrer leur déception. Bien sûr, ma chérie. Quelque chose dans ma poitrine s'est durci. La conversation de rupture n'a pas eu lieu immédiatement. Elle a eu lieu 2 semaines plus tard, après un Thanksgiving passé tranquillement sans lui. Après que j'ai remarqué à quel point ma respiration était facile quand il n'était pas là. Après que le soulagement ait cessé de ressembler à de la culpabilité pour commencer à ressembler à la vérité. Nous étions assis sur mon canapé quand je l'ai finalement dit.
Je ne pense plus que ça fonctionne. Il a cligné des yeux. Une fois, deux fois. Quoi? Il a ri comme si j'avais fait une blague étrange. D'où ça sort? L'histoire de la famille, ai-je dit d'un ton neutre. Il a froncé les sourcils. Je pensais que tu avais compris. C'est le cas, ai-je répondu. Tu n'aimes pas ma famille. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je peux construire. Son ton a changé. Défensif maintenant. Plus sec. Les couples n'ont pas à tout partager, Evelyne. Tu surréagis. Ma famille, c'est ma vie, ai-je dit. Tu les as qualifiés d'insupportables. Il s'est levé, faisant les 100 pas. J'étais honnête. N'est-ce pas ce que tu veux? L'honnêteté sans respect n'est pas de l'intimité, ai-je dit. C'est là qu'il a pleuré. Pas doucement, pas avec honte, avec frustration, avec le genre de larmes qui semble performative. Comme une preuve d'effort. Tu les choisis eux plutôt que moi, a-t-il dit. Après tout. Je n'ai pas haussé la voix. Tu m'as donné le choix. Il m'a regardé comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit. J'ai attrapé mon manteau, les clés à la main. Ça ne fait pas de toi le méchant, ai-je ajouté, parce que je le pensais. Mais ça nous rend incompatibles. Puis je suis parti. Je m'attendais au soulagement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à sa rapidité. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était pur. 3 semaines se sont écoulées sans un mot de sa part. Pas d'excuses, pas de messages tard dans la nuit, pas de supplications dramatiques, juste l'absence. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à me sentir ouverte. Pas désespérée, pas seule, disponible. Je n'ai pas téléchargé l'application de rencontre parce que j'avais le cœur brisé. C'est la partie qui m'a surprise. Je l'ai téléchargée parce que je me sentais fini. Pas en colère, pas désespéré, juste terminé. Comme si j'avais fermé une porte avec soin au lieu de la claquer. Et le calme qui a suivi semblait honnête. Léna m'a aidé à rafraîchir mon profil. De nouvelles photos, une biographie qui me ressemblait. Pas la version de moi-même que j'avais éditée pour être plus facile à aimer. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit quand nous avons eu fini. Je le sentais. C'est comme ça que j'ai eu une correspondance avec Noah. Il avait 28 ans, quelques années de plus que moi. Calme d'une manière qui ne semblait pas performative. Son profil n'était pas tape à accent grave-l'œil. Pas de selfies à la salle de sport, pas de légende qui en faisait trop. Juste une présence stable qui se traduisait même à travers un écran. Nous avons commencé à parler. Pas de jeu, pas de flirt forcé, une conversation qui passait facilement du travail au voyage. Aux petits détails étranges que l'on saute généralement au début. Notre premier rendez-vous était pour un café. Il s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en une longue promenade parce qu'aucun de nous n'avait envie que la soirée se termine. Il écoutait, non pas de cette manière intense, presque transactionnelle. Attendant son tour de parler, mais comme si ce que je disais comptait vraiment. Quand je parlais de mon travail, il posait des questions. Quand j'ai mentionné ma famille, il ne s'est pas crispé. Cela a ressorti plus que cela n'aurait dû. À un moment donné, il a demandé « Comment sont-ils » Je lui ai dit la vérité. Que ma famille était bruyante, surimpliquée, pleine d'opinions. Que les fêtes étaient chaotiques. Émotionnelles et pleines de traditions qui n'avaient pas toujours de sens pour les gens qui n'avaient pas grandi avec. J'ai attendu le changement familier, le sourire poli, la note mentale. Au lieu de cela, il a souri. Ils ont l'air vivants, a-t-il dit. Le mot a atterri doucement, mais il est resté. Les semaines suivantes se sont déroulées naturellement. Une randonnée le week-end qui s'est terminée par des jambes endolories et un silence confortable au sommet. Un dîner à emporter tard le soir chez moi où il a aidé à nettoyer sans qu'on le lui demande. Des conversations qui dérivaient vers l'avenir sans pression ni attente. Un soir de mi-décembre, nous étions assis sur mon canapé, un film passant doucement en arrière-plan. Aucun de nous ne regardait vraiment. Ma famille vit à l'étranger, a-t-il dit. Alors Noël, c'est généralement juste moi. J'ai hésité avant de répondre.
Tu voudrais venir chez les miens, ai-je demandé. Je dois te prévenir. C'est beaucoup. Ma mère en fait des tonnes. Puis la sortie, jeu de société. Le chaos. Il s'est tourné vers moi, sincèrement surpris. Vraiment, a-t-il demandé. Tu es sûr que ce n'est pas trop tôt? J'ai fait le point avec moi-même. Il n'y avait aucun doute. Ils vont t'aimer, ai-je dit. Et s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème. Il a hoché la tête une fois. Alors j'adorerais. La veille de Noël est arrivée rapidement. Noah s'est présenté à mon appartement avec un petit sac. À l'intérieur, il y avait des biscuits faits maison et une bouteille de vin qu'il avait choisi parce que, comme il l'a dit, ton père a l'air d'être quelqu'un qui apprécie un bon vin rouge. Il était un peu nerveux, mais pas d'une manière qui nécessitait d'être géré. Juste assez pour montrer qu'il s'en souciait. Quand nous sommes entrés dans la maison de mes parents, ma mère l'a immédiatement serré dans ses bras, pas poliment, complètement. Comme si elle avait déjà pris sa décision. Mon père lui a serré la main et s'est lancé directement dans une de ses histoires. Noah a écouté comme si c'était important. A posé des questions, ne l'a pas pressé de finir. Ma sœur a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri. La soirée s'est déroulée facilement. Noah a aidé dans la cuisine sans qu'on le lui demande. A ri quand les choses sont devenues bruyantes. N'a pas tressailli quand les conversations se chevauchaient ou que les plans changeaient en cours de route. Quand mon père s'est répété, Noah ne s'est pas désengagé. Il s'est penché en avant. Au moment où nous nous sommes installés près de la cheminée plus tard dans la nuit. Tout le monde portait les pulls de Noël assortis sur lesquels ma mère insistait chaque année. Y compris Noah. Il a jeté un coup d'œil à son pull, puis à moi, amusé. Je suppose que ça veut dire que je suis officiellement accepté, a-t-il dit doucement. J'ai souri, me penchant contre lui, écoutant ma famille rire autour de nous. Et pour la première fois depuis que tout était fini avec Ryan. J'ai compris quelque chose clairement. C'était ça, ce qui avait été qualifié de trop. Cette chaleur, ce désordre, ce sentiment d'appartenance. Et quelque part, sans le savoir encore. Quelqu'un qui s'était éloigné de tout cela était sur le point de réaliser exactement ce qu'il avait perdu. Le matin de Noël est resté paisible. Mais la photo a fait son travail. Ma sœur a posté une photo de nous tous en pulls assortis. Le bras de Noah autour de moi comme s'il y appartenait. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je ne me souvenais même plus que Ryan existait. 2 jours plus tard, le 26 décembre. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que le soleil ne soit complètement levé. J'ai ignoré le premier appel, puis le second. Au moment où je me suis retourné et que j'ai vérifié l'écran. Il y avait déjà plus d'une douzaine d'appels manqués, tous du même numéro. Ryan. Puis les textos sont arrivés. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu pu faire ça? Appelle-moi maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. À la place, ma sœur m'a envoyé un texto. Jenna, ton ex est en train de perdre complètement la tête dans mes messages privés. Il panique à propos des photos de Noël. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, il l'avait vu. Il avait vu Noah. Il l'avait vu porter le pull dont il avait un jour plaisanté en disant qu'il serait pratiquement le sien un jour. Et quelque chose en lui avait craqué. J'ai dit à Jenna de le bloquer. Puis, j'ai retourné mon téléphone et je suis retourné dans la cuisine. Ma mère versait du café. Noah aidait mon père à rincer la vaisselle. Les manches retroussées comme si c'était tout à fait normal. Je n'ai encore rien dit. À midi, le téléphone de ma mère a sonné. Elle a froncé les sourcils en regardant l'écran avant de répondre. Quelques minutes plus tard, elle a raccroché et m'a regardé attentivement. Ma chérie, a-t-elle dit en baissant la voix. Ryan a appelé à la maison. Il est contrarié. Il dit que tu l'as remplacé. Ton père a débranché le téléphone fixe. J'ai expiré lentement. Bloque-le, c'est tout, ai-je dit. Ma mère a hésité. Il n'a pas l'air bien. Je lui ai donné la version courte, le message vocal,
l'ultimatum, la rupture. Ma mère n'a pas hésité. Alors il a rejeté notre famille, a-t-elle dit sèchement. Tu as respecté ça, et maintenant il est en colère que tu sois passé à autre chose. Elle a secoué la tête une fois. Quelle audace. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Parce que quand quelqu'un ne peut pas contrôler le résultat, il ne s'en va pas. Il cherche une autre façon d'entrer. Et ensuite, il ne venait pas pour moi. Il venait pour Noah. Je n'ai pas parlé des messages à Noah au début. Non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que pendant un instant, cela semblait irréel. Comme une réplique d'une relation dont j'étais déjà sorti. Ryan avait clairement exprimé sa position il y a des semaines. Je l'avais accepté. Nous avions rompu. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier signe est apparu ce soir-là. Noah était assis en face de moi à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone en attendant que la bouilloire siffle. Il a levé les yeux, le front légèrement plissé. Et, a-t-il dit, ton ex vient de me suivre sur Instagram. J'ai levé les yeux lentement. Ryan? Il a tourné l'écran vers moi. C'est lui? J'ai hoché la tête. Noah a refusé la demande sans hésitation et a posé son téléphone. Pas de commentaire, pas de réaction. Cela aurait dû suffire. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, Noah a reçu une demande de message d'un compte différent. Pas de photo de profil, pas de publication. Juste un nom d'utilisateur qui semblait intentionnellement générique. Il l'a ouvert alors que j'étais assise à côté de lui. Le message était long, dense, soigneusement rédigé. Quand il a fini de lire, il m'a tendu le téléphone. Tu devrais savoir dans quoi tu t'engages. Evelyne a un attachement très malsain à sa famille. Ça. Mère étouffe les gens. Son père vide les conversations de toute leur vie. Elle t'a emmené à Noël. Pour prouver quelque chose. Tu es un bouche-trou. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Tu es temporaire. Je ne me suis pas senti blessé. J'ai ressenti de la reconnaissance. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas un avertissement. C'était du contrôle déguisé en honnêteté. J'ai levé les yeux vers Noah. Il ne regardait plus le téléphone. Il me regardait. Ce n'est pas lui qui a écrit ça, n'est-ce pas, a demandé Noah. Non, ai-je dit doucement. C'est lui. Noah a hoché la tête une fois. Tu veux que je réponde? J'ai secoué la tête. Non. Il a immédiatement bloqué le compte. Pas de débat, pas d'ego, juste une limite. Mais Ryan ne s'est pas arrêté. Cet après-midi-là, des messages ont commencé à apparaître ailleurs. Amis communs, anciennes connaissances, des gens qui n'avaient parlé à aucun de nous depuis des mois. L'histoire changeait en fonction de la personne à qui il parlait. À certains, il disait que je l'avais trompé émotionnellement, à d'autres, que j'avais utilisé Noah pour le rendre jaloux. À quelques-uns, que j'étais fusionnel avec ma famille et incapable d'une relation saine. La plupart des gens n'y ont pas cru. Quelques-uns si. Et c'était suffisant pour le faire continuer. Ce soir-là, ma sœur a appelé. Il est dans mes messages privés, a dit Jenna. De longs messages, des captures d'écran. Il veut que je te raisonne. Bloque-le, ai-je dit. Je l'ai déjà fait, a-t-elle répondu, puis a fait une pause. Evelyne, ça devient bizarre. Elle avait raison. L'escalade suivante est arrivée rapidement. J'ai reçu une notification de ma sonnette caméra alors que j'étais au travail. Ryan se tenait devant mon appartement. Il faisait les 100 pas dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille. Gesticulant comme s'il s'expliquait à quelqu'un qui n'était pas là. Il est resté près de 20 minutes, est parti, est revenu, est reparti. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne lui ai pas parlé. Ce soir-là, mon voisin m'a envoyé un texto. Juste pour info. Le gars dehors tout à l'heure disait que tu finirais par rentrer. Il avait l'air intense. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, message sauvegardé, reçu.
Ryan a de nouveau changé de tactique. Il a trouvé Noah sur LinkedIn, lui a envoyé un message là-bas. Je ne voulais pas que cela devienne une affaire juridique. C'est la vérité. Jusqu'à ce moment-là, tout ce que Ryan avait fait, message, faux compte, se présenter à l'improviste, ressemblait à du bruit. Du bruit dérangeant, oui. Mais toujours quelque chose que je croyais qui s'éteindrait de lui-même une fois qu'il réaliserait qu'il n'y avait aucune réaction. J'ai sous-estimé la façon dont les gens comme lui réagissent à l'ignorance. Le silence ne l'a pas calmé. Il l'a défié. Le premier signe que les choses passaient de gênantes à dangereuses est venu au travail. J'étais à mi-chemin de ma matinée quand ma collègue Megan s'est arrêtée à mon bureau. Elle avait l'air mal à l'aise de cette façon que les gens ont quand ils ne veulent pas être celui qui apporte de mauvaises nouvelles. Et, a-t-elle dit prudemment. Question bizarre. Tu sortais avec un gars nommé Ryan? Mon estomac s'est noué. Oui, ai-je dit. Pourquoi? Elle a hésité. Il a envoyé un courriel aux ressources humaines. C'est à ce moment-là que la situation a dépassé les bornes. Apparemment, Ryan avait envoyé un long message à la boîte de réception générale de notre entreprise. Il ne m'accusait de rien d'illégal. Il était plus malin que ça. Au lieu de cela, il l'a présenté comme de l'inquiétude. Inquiétude concernant mon instabilité émotionnelle. Inquiétude que j'utilisais le temps de l'entreprise pour entretenir une relation inappropriée. Inquiétude que je le harcelais et que je prenais ma revanche après la rupture. C'était écrit dans un langage prudent, poli, raisonnable en surface, manipulateur en dessous. Je n'ai pas paniqué. J'ai transféré tout ce que j'avais, capture d'écran, horodatage, le message vocal original. Les messages à Noah. Les images de la sonnette, aux ressources humaines avant même qu'ils aient fini d'examiner son courriel. J'ai joint une note. Pour le contexte. Je suis poursuivi sans relâche par un ancien partenaire. Veuillez me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Ils ont répondu dans l'heure, m'ont remercié. Ont confirmé qu'ils bloqueraient son adresse électronique et m'ont assuré que tout contact ultérieur serait traité comme une infraction grave. Ryan avait essayé d'utiliser mon travail comme une arme et avait échoué. Le même soir, Noah a reçu un appel au travail d'un numéro inconnu. C'était Ryan. Noah n'a pas décroché. Ryan a laissé un message vocal. Pas de menaces, pas de cris, juste de la colère contenue, parlant de comment j'avais changé. Comment j'étais manipulé par ma famille. Comment Noah ne savait vraiment pas dans quoi il s'embarquait. Noah a écouté une fois, puis l'a supprimé. Je ne veux pas de lui dans ma tête, a-t-il dit simplement. J'admirais ça. 2 jours plus tard, Ryan a de nouveau intensifié la situation. Cette fois, il n'est pas venu seul. J'ai reçu une notification de l'application de sécurité de mon immeuble juste après 7h du matin. 3 personnes à ma porte. Ryan, sa sœur, un de ses amis. Ils ont sonné à tour de rôle, frappé, appelé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble à la place. Bonjour, ai-je dit calmement. Il y a 3 personnes qui me harcèlent devant mon appartement. L'un d'eux est mon ex. J'ai besoin d'aide. La sécurité est arrivée en quelques minutes. Ryan a argumenté. A dit qu'il avait juste besoin de tourner la page. A dit que je lui devais une conversation. La sécurité s'en fichait. Ils leur ont dit à tous les 3 de partir. Les ont avertis que revenir serait considéré comme une violation de propriété. Ryan a crié quelque chose alors qu'il s'éloignait. Tu vas le regretter. C'est cette phrase qui m'a finalement fait prendre ma décision. Le lendemain, je suis allé voir les autorités locales. Pas de drame, pas d'émotion. Préparé. J'ai tout apporté. Message, courriel, capture d'écran, image de la sonnette. Témoignage de mon voisin et le journal de sécurité de l'immeuble. L'officier a tout examiné en silence, puis m'a regardé. Ce n'est pas un malentendu, a-t-il dit. C'est un schéma. Entendre quelqu'un d'autre le dire a eu plus d'importance que je ne l'aurais cru. J'ai demandé une ordonnance de non-communication cet après-midi-là.
Quand Ryan en a été notifié, il l'a violée en une semaine. Il s'est présenté au club de lecture de mes parents. A essayé de s'expliquer à des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Les autorités ont été appelées. Il a fait face à de graves conséquences. Cela a semblé enfin briser le fantasme auquel il s'accrochait. Le harcèlement a ralenti, non pas parce qu'il comprenait, mais parce que les conséquences étaient entrées en jeu. Et une fois qu'elles le font, on ne peut plus prétendre que c'était une question d'amour. L'ordonnance de non-communication n'a pas transformé Ryan en une personne différente. Elle l'a juste forcé à changer de tactique. Pendant quelques jours après sa libération, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de message, pas de passage en voiture capturé par la caméra de la sonnette. Le silence semblait artificiel, comme la pause avant que quelqu'un n'inspire à nouveau. Je ne me suis pas détendu. J'ai documenté, parce que quand quelqu'un comme Ryan perd l'accès direct à vous, il ne disparaît pas. Il cherche des angles, des portes dérobées, des endroits où vous ne l'attendez pas. C'est alors que le compte Instagram est apparu. La vérité sur Evelyne exposée. Le nom d'utilisateur seul m'a retourné l'estomac. Pas de photo de profil au début. Pas de biographie, juste des publications. Des captures d'écran de nos anciens textos, sélectivement recadrés, privés de leur contexte. Des messages d'il y a des années sortis comme des preuves. Des photos de nous souriant à des événements. Des légendes réécrites pour suggérer la manipulation, le contrôle, des dynamiques malsaines. Le langage était familier. Des mots de thérapie utilisés à mauvais escient. Des mots à la mode empilés les uns sur les autres. Des accusations qui semblaient sérieuses jusqu'à ce qu'on les lise vraiment. Bombardement d'amour. Inceste émotionnel. Isolement. Je ne l'avais pas encore vu quand Noah est entré dans la cuisine, son téléphone à la main. Riant si fort qu'il a dû s'appuyer contre le comptoir. « Chérie », a-t-il dit entre deux respirations. « Tu dois voir ça. » J'ai pris le téléphone et c'était là, une photo de moi serrant ma mère dans mes bras à Noël. La légende disait. Cas d'école de fusion émotionnelle. Quand une femme remplace l'intimité adulte par la dépendance familiale. J'ai regardé ça un moment, puis j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. Ce soir-là, Noah et moi nous sommes assis sur le canapé à faire défiler le compte comme si c'était une mauvaise émission de télé-réalité. Il a plaisanté sur le fait d'avoir besoin d'une carte de bingo. Narcissique, a-t-il dit en cochant une case imaginaire. Manipulation psychologique, lien traumatique. N'oublie pas les limites, ai-je ajouté. Nous avons ri. Pendant un certain temps, cela semblait vraiment inoffensif, embarrassant pour lui, transparent. Le genre de chose qui s'éteint une fois qu'elle n'attire plus l'attention. Puis il a dépassé une limite. Il a posté une photo de Noah, pas une que Noah avait partagée. Une tirée du site web de son entreprise. Professionnel, net, indubitablement personnel. La légende était cruelle. Le bouche-trou, aidant à détruire des vies une relation à la fois. Les commentaires étaient pires. Des gens que Ryan connaissait, quelques étrangers, des accusations, des émojis narquois. Des commentaires agressifs à peine voilés déguisés en inquiétude. Le téléphone de Noah a commencé à vibrer. Des avis d'une étoile sont apparus sur la page Google de son entreprise. Des commentaires prétendant qu'il n'était pas éthique, qu'il manipulait ses clients. Qu'il était connu pour s'immiscer dans les relations personnelles. Tout était mensonger. Mais les mensonges n'ont pas besoin d'être vrais pour causer des dommages. C'est à ce moment-là que ma colère s'est finalement transformée en quelque chose de solide. Noah n'a pas haussé la voix. Il n'a pas paniqué. Il a pris des captures d'écran. Puis il a appelé l'avocat de son entreprise. Le lendemain matin, Ryan avait reçu une lettre de mise en demeure pour harcèlement et diffusion de fausses allégations. Les faux avis ont été signalés et supprimés. Le compte Instagram a été signalé en masse. Il a disparu en 48 heures. Ryan a réessayé. Un autre compte. Même ton, même obsession. Celui-là a duré moins d'une semaine. L'ordonnance de non-communication a été élargie pour inclure le harcèlement numérique.
Le récit qu'il avait si désespérément cherché à contrôler était officiellement hors de ses mains. Quelques amis communs qu'il avait discrètement cru au début ont commencé à me contacter. Des excuses, des explications maladroites, des demi-aveux. Je ne réalisais pas à quel point c'était allé loin. Il a dit que vous exagériez. Je ne pensais pas qu'il ferait ça à Noah. Je les ai remerciés poliment et j'ai gardé mes distances. Parce que les schémas ne disparaissent pas simplement parce qu'ils sont exposés. Ils se répètent. Ryan l'a prouvé assez vite. Un mois plus tard, la nouvelle m'est parvenue par un ami d'un ami. Il sortait avec quelqu'un de nouveau, se plaignait déjà de sa famille, testait déjà les limites. Se présentant déjà comme le raisonnable. L'histoire n'avait pas changé. Seul le public avait changé. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Non pas parce qu'il avait cessé d'essayer, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose clairement. Rien de tout cela n'avait été à propos de mon départ. Il s'agissait de sa perte de contrôle. Au moment où février est arrivé, le chaos avait perdu de son élan. Non pas parce que Ryan avait trouvé la paix, mais parce que chaque chemin qu'il avait essayé d'utiliser s'était fermé. L'ordonnance de non-communication a fait ce qu'elle était censée faire. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais suffisamment pour changer le rythme de mes journées. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone à chaque notification. J'ai arrêté de scruter les visages dans la foule par habitude. Le silence est revenu lentement, inégalement. Comme un son qui s'estompe après avoir été trop fort pendant trop longtemps. Quand il n'a pas pu obtenir de réaction, il a essayé de nouvelles voies, de nouvelles plateformes. Avec la même obsession. Il a de nouveau tenté LinkedIn. Puis a envoyé des messages par le biais de contacts mutuels et a finalement envoyé un courriel à Noah via la page de contact de son travail. Même récit, porte d'entrée différente. Noah m'a tout montré. Nous n'avons pas répondu. Nous l'avons sauvegardé. Un de mes collègues connaissait quelqu'un dans l'entreprise de Ryan. On a appris qu'il utilisait ses heures de travail pour harceler des personnes liées à son ex. Les ressources humaines l'ont mis sous plan de performance. Il a démissionné avant qu'il ne puisse le licencier. Sa sœur a complètement cessé de prendre contact. Les amis communs qui étaient restés silencieux au début ont commencé à réapparaître avec des excuses. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Il a fait croire que c'était mutuel. Je pensais que tu exagérais. J'ai accepté les excuses. Je n'ai pas reconstruit les amitiés. Certaines choses peuvent être pardonnées sans être rouvertes. À travers tout cela, Noah est resté stable. Il ne m'a pas poussé à tourner la page. N'a pas demandé quand les choses redeviendraient normales. N'a pas essayé de réparer ce qui n'était pas cassé. Il était simplement là. Quand je sursautais à un coup soudain, il le remarquait. Quand j'avais besoin de calme, il me le donnait. Quand je voulais rire de l'absurdité de la situation, il riait avec moi, jamais de moi. Un soir, des semaines plus tard. Nous étions assis sur le canapé à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Je me suis arrêté sur la photo de Noël. Les pulls, les sourires, la façon naturelle dont le bras de Noah reposait autour de moi. Il l'a regardé un instant. Tu sais, a-t-il dit. Je suis vraiment content que ce message soit arrivé. Celui qu'il t'a envoyé. J'ai haussé un sourcil. Tu es content que mon ex ait fait imploser ma vie? Il a souri doucement. Je suis content qu'il t'ait montré qui il était avant que tu ne construises quoi que ce soit de permanent avec lui. J'ai sorti la capture d'écran que j'avais sauvegardée des mois auparavant. La transcription du message vocal. Celui où Ryan qualifiait ma famille d'insupportable. Ceci, ai-je dit doucement, a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Noah a hoché la tête. C'est sa perte. La vie n'est pas soudainement devenue parfaite après ça. Mais elle est devenue paisible. Mes parents ont cessé de poser des questions sur Ryan. Ma sœur a cessé de se préparer au drame. Les fêtes sont redevenues normales. Bruyantes, désordonnées, aimantes. Et pour la première fois depuis longtemps, ma vie n'était pas façonnée par ce que j'évitais. Elle était façonnée par ce que je choisissais.
Au moment où l'été est arrivé, ma vie ne ressemblait plus à quelque chose que je défendais. Elle ressemblait à quelque chose que je vivais. L'ordonnance de non-communication est restée en vigueur. Ryan ne l'a plus testée. Que ce soit par peur, par embarras ou par la lente prise de conscience que chaque porte qu'il avait essayé de forcer était maintenant définitivement fermée. Je ne me souciais pas de l'analyser. Ce qui comptait, c'était l'absence, non pas un silence rempli de tension, mais juste le calme. Celui qui vous permet de respirer à nouveau normalement. Mes parents ont repris leurs habitudes. Ma mère a cessé de se crisper à chaque fois que le téléphone sonnait. Mon père a cessé de demander si j'allais bien de cette voix prudente que les gens utilisent quand ils ont peur que la réponse ne fasse voler quelque chose en éclats. Jenna a cessé de filtrer ses messages. La vie a avancé sans Ryan. Pas de façon dramatique, pas de façon triomphante, mais de façon décisive. Noah est devenu partie intégrante de ce mouvement vers l'avant d'une manière qui n'était ni forcée, ni symbolique. Il n'a pas essayé de remplacer quoi que ce soit. Ne s'est pas inséré là où il n'avait pas sa place. N'a pas demandé d'être rassuré sur le fait qu'il était différent. Il l'était, tout simplement. Il a aidé mon père à reconstruire la terrasse un samedi après-midi sans en faire un moment de complicité. Il a envoyé un texto à ma mère quand il a vu un mème animalier ridicule qu'il savait qu'elle aimerait. Lui et Jenna ont développé une amitié qui existait entièrement en dehors de moi. Un détail que j'ai trouvé étrangement réconfortant. Cela signifiait qu'il ne passait pas une audition. Il participait. La dernière nouvelle concernant Ryan est venue indirectement. Sa mère a contacté la mienne début mai, non pas pour se disputer, non pas pour le défendre, mais pour s'excuser. Apparemment, Ryan sortait avec quelqu'un de nouveau. Et apparemment, ça recommençait déjà. Des plaintes sur sa famille, des tests subtils, une frustration déguisée en exigence. Il a fallu qu'elle voie le schéma se répéter avec quelqu'un d'autre pour que sa mère accepte enfin ce qui s'était réellement passé. Que le problème n'avait jamais été ma famille, et qu'il n'avait jamais été moi. Entendre cela ne m'a pas donné un sentiment de justification. Cela m'a donné le sentiment que c'était terminé. Un soir, Noah et moi étions assis sur le balcon. La ville s'installant dans son rythme du soir en contrebas. Ne parlant pas de Ryan, ne parlant pas du tout du passé. Existant simplement dans un moment qui ne nécessitait aucun commentaire. Tu sais ce que je pense, a finalement dit Noah. J'ai tourné la tête. Je pense que quand quelqu'un te dit qu'il n'aime pas les gens qui ont fait de toi ce que tu es, il ne demande pas de limite. J'ai attendu. Il te demande de te réduire, a-t-il terminé. Cela a fait mouche. Ryan avait présenté son ultimatum comme de l'honnêteté, comme de la maturité, comme de la conscience émotionnelle. Mais les limites n'exigent pas d'ultimatum. Les limites n'exigent pas de test de loyauté. Et l'amour ne vous demande pas de choisir entre la connexion et l'appartenance. Ryan pensait qu'il voyait jusqu'où j'irais pour lui. Ce qu'il a réellement révélé, c'est le peu de respect qu'il avait pour les parties de moi qui existaient avant lui. Je n'avais pas besoin de gagner. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. J'avais besoin d'arrêter de négocier ma vie pour quelqu'un qui voyait l'amour comme un levier. Et je l'ai fait. La meilleure réponse n'a pas été de passer à autre chose rapidement. C'était de passer à autre chose correctement. Avec des gens qui ne traitaient pas l'affection comme une monnaie d'échange. Avec quelqu'un qui voyait le bruit de ma famille comme une texture, pas un inconvénient. Avec une vie qui ne m'obligeait plus à expliquer, justifier ou minimiser ce qui comptait. Ce message vocal que Ryan m'a envoyé il y a des mois, je ne l'écoute plus, mais je le garde. Non pas comme une blessure, mais comme une preuve. Parce que parfois, le moment où quelqu'un pense prendre le contrôle est le moment exact où il vous rend votre liberté. Et si ce n'est pas ça, la clarté, je ne sais pas ce que c'est. Le coup de grâce final n'est pas venu sous la forme d'un nouveau rebondissement spectaculaire. Il est venu sous la forme d'un petit rappel public de qui il était encore. Ryan a commenté une ancienne photo que je n'avais pas encore verrouillée. J'espère que le nouveau gars apprécie ta famille collante. Il finira par comprendre. Je l'ai signalé, je l'ai bloqué partout.
Pas pour tourner la page. Car le sentiment que tout vous est dû ne s'estompe pas lorsqu'il est ignoré. Il s'intensifie. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que chaque pas qu'il faisait réduisait ses options. Le prochain mouvement ne serait pas le silence. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.